Salut guys, bienvenue au Uninkables épisode 15, podcast compétitif Lorcana québécois en français. Donc on est tous de retour cette semaine pour un épisode en plus avec un invité spécial. On a JF qui est avec nous aujourd'hui, on a Dan et notre invité Nick. Bienvenue Nick. Salut. Fait que on a déjà discuté plusieurs fois avec toi, on s'est croisés à plusieurs reprises dans des événements, dans des championships, dans des DLC. Tu nous as souvent écrit aussi concernant le podcast, puis ça nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui de t'avoir parmi nous pour nous partager ton expérience, nous parler aussi un petit peu de ce qui s'en vient pour toi dans le futur pour Lorcana. Puis aussi, on a plusieurs petites sections cool aujourd'hui. On sort un petit peu du compétitif. On va parler, oui, de ce qui s'en vient au niveau des DLC pour Nick, puis ce qu'il a fait à Vegas puis à Toronto, mais on va on va parler d'un sujet qui pourrait être cool pour les gens qui veulent se joindre à Lorcana, qui n'ont pas nécessairement toute l'expérience ou qui n'ont pas commencé au Chapter 1. On va avoir une liste de staple cards de Lorcana, donc on va passer au travers les couleurs aujourd'hui puis vous dire quelle carte ça vaut la peine d'avoir dans votre collection si vous voulez jouer à long terme, puis aussi que pas mal tous les decks de telle couleur vont avoir ce type de carte-là, ou plus ou moins. Fait que pour ceux qui veulent se procurer des cartes à long terme, ça va être une petite liste qu'on va passer au travers. On va discuter aussi de chacune des cartes ensemble. Donc, avant tout ça, Nick, si tu veux peut-être nous parler un petit peu de toi, ton expérience, d'où tu arrives, comment tu es arrivé à Lorcana, c'est quoi ton background de TCG? Yes, ben merci premièrement de l'invitation. Côté background, mon premier TCG, je pense, en 98, c'était le jeu de Star Wars. Ça fait longtemps. Là. Decipher, c'était le meilleur jeu que j'ai joué, mais Wizards ont acheté les droits, puis ça a fermé en 2001. Sinon, Magic, j'ai commencé à jouer pendant plus en 2012, compétitif. J'ai jamais réussi à rester sur le Pro Tour. J'ai participé à 3 Pro Tours, qui est un peu comme, mettons, les Continentals à l'Orcana. J'ai fait un petit peu du circuit Star City Game, 5-6 événements, beaucoup de grands prix. Un grand prix à Magic, c'est l'équivalent d'un DLC. Des tournois de 1000, 2000, même je suis allé, moi, c'était 4400 personnes. C'est pas mal ça, mon background. Ce qui m'a fait amener à l'Orcana, c'est vraiment les gars de Sherbrooke, des joueurs de Magic, qui m'ont parlé du jeu. Puis j'étais un peu tanné de Magic, là, les sets qui sortent 6, 7, 8 sets par année, les méta qui changent trop. C'est un peu stupide. Les sortes des Modern Horizons, des affaires de même, ça vient chambouler le format au complet. Les decks n'existent plus. Je me suis tanné, puis là, l'Orcana, ça a l'air intéressant. C'est nouveau. Fait que c'est un peu plus facile, pick-up, un jeu qui vient de commencer. De se monter une collection, quand le jeu a 30 ans, c'est pas évident. Là. Ça coûte cher. Là. Ça coûte assez cher. Mais c'est pas mal ça qui me drivait à l'Orcana. Puis le jeu, il me fait penser un peu à Magic, mais il y a des similitudes, il y a des différences, puis ça rend le jeu intéressant. Là. C'est pas mal ça qui m'a fait pogner sur ce jeu-là. Ouais, je pense qu'on a un peu tous ce même background-là. Je sais que moi, je viens de Pokémon TCG. Le jeu, ça ressemble pas vraiment, mais c'est une des choses justement qui m'a fait switcher à l'Orcana, le fait que tu pick up pas sur un jeu qui a comme 20 ans de background, puis là, tu veux commencer à jouer, il y a des rotations, tu vas te chercher des cartes qui coûtent super cher pour 2-3 mois, puis après ça, ben, ça devient un carton qui sert plus à rien. Fait que, effectivement, l'Orcana, c'est le fun parce que ça vient de faire un an en août. Fait que c'est très récent comme jeu. Puis là, on a le 5e set qui sort. Fait que pour quelqu'un qui veut commencer puis qui veut s'investir, puis pas nécessairement compétitif, mais c'est le fun pour les gens casual de pouvoir se monter un deck à 100-130$, puis être capable de pouvoir compétitionner avec des joueurs aussi qui ont des gros decks. Je jouais la semaine passée Emerald Steel, puis il y a du monde qui arrivait à compétitionner avec moi avec un deck de base aussi. Là. Fait que, on a des cartes dans le mauve vert qui coûtent pas super cher, puis tu peux avoir un super bon deck compétitif. Puis Nick, tu vas nous en parler. Je pense que c'est ça que tu as joué à Vegas. Fait que, je pense que le deck vaut au maximum 150, 160. Gros max. Si, mettons, tu fais pas comme Dan, puis tu le foil pas avec des Enchanted, puis... Oui, mais... Nick est là aussi, hein? Tout vendu qui brillait. Mais tu sais, c'est un jeu qui est le fun, puis en ce moment, je pense que si on parle là, de grosso modo, là, si tu veux toute la collection, tous les playsets de tous les chapters, je pense que t'en as pour 4000. Puis t'as tout. C'est ça qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de commencer l'Orcana. Puis
On va parler un petit peu plus tantôt. Il y a un sujet qu'on n'a pas sur notre liste, mais j'ai vu passer aujourd'hui un article Upper Deck versus Ravensburger. Il y a eu du nouveau développement de ce côté-là. Puis Oh! on va peut-être discuter un petit peu plus de la poursuite qu'il y a entre Upper Deck et Ravensburger. Puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le jeu. Mais je vous en parler un petit peu plus tard durant l'épisode. Fait que Nick, si tu veux peut-être nous parler de tes expériences DLC, je sais que tu en as fait deux. Tu as fait Vegas, puis on s'est vu à Toronto aussi. On a eu la chance de discuter. On n'a pas joué contre, heureusement, parce que je me souviens de ce qui est arrivé la dernière fois qu'on a joué contre, puis je veux pas en parler. Mais ouais, parle-nous un petit peu de tes expériences, comment tu as vécu ça, parce que ça a été deux expériences complètement différentes pour toi de ce que je comprends. Là. Ben, le premier, ça n'a pas été si mal que ça, mais tu sais, Toronto, j'ai pas joué contre la top de méta. Tu sais, mon deck, il ressemble beaucoup à celui de Toronto, je l'ai modifié pas mal, là, mais tu sais, je me base sur je suis bon contre rouge mauve puis bleu rouge. C'est mes deux decks, c'est des easy wins. Steel Song, c'est une grind. C'est pas un match-up ingagnable, mais c'est pas un match-up facile. C'est vraiment un 50-50. Fait que je m'étais basé pas mal là-dessus pour Toronto. Puis rendu à Toronto, j'ai joué contre des mauves verts. Mes deux premiers rounds, là, ils jouaient des mauves verts avec une carte, je pense que ça coûte 1, ça donne plus 3 évasif jusqu'à la fin du tour, jusqu'au prochain tour, pas de même. Fait que, mon plan de Pegasus, de Diablo ne marchait pas. C'est pas des cartes que je trouve bonnes dans le format parce que ça sert à rien contre le gros deck, mais contre moi, ça a été bon. J'ai joué contre du mauve gris, beaucoup de C5. J'ai pogné un bounce puis un blue red item dans toute la journée à Toronto. J'ai quand même fait mon 30 points, ce qui était pour gagner, je pense que c'est 20 étiquettes, mais j'étais loin de jour 2. Là. C'était pas la même expérience. Toronto, j'ai eu plus une méta régulière. Round 1, j'ai commencé, pas Toronto, à Vegas. Round 1, j'ai commencé contre Green Steel, un gars qui a fait top 8 de Vegas, justement. J'ai fait 1-1. Après ça, rouge-mauve 2-0, bleu-rouge 2-0, rouge-mauve 2-0, mauve-vert 1-1, Steel Song 1-1, mauve-rouge 1-1. J'ai été bad lucky, je pensais à gagner. Après ça, j'ai 2-0 un Steel Song, puis j'ai fini par 2-0 un Blue Red pour faire jour 2. Mais tu sais, un à l'autre, seul Vegas, j'avais plus le expected meta, maintenant. 40% de la méta, ben 60% de la méta était 3 decks. J'ai joué 6 rounds sur 9 contre ces 3 decks-là. Fait que c'était plus un peu. Ça fitait plus dans mon gauge de ce que je m'attendais à voir, puis finalement, le deck a fait ce qu'il devait faire là, par rapport à expected meta. C'est de quoi d'important quand tu prépares pour un tournoi, pas juste de qu'est-ce que je veux jouer, que j'aime jouer, mais je m'attends à jouer contre quoi. Ouais. Si quelqu'un, on parlait tantôt avec la gang qu'on va à Seattle, puis on se demande, genre, c'est quoi d'après vous le meilleur deck? Selon moi, le meilleur deck, c'est bleu-rouge thème. Bleu-rouge thème bat les decks mid-range, qui est la plus grosse partie de la méta actuellement. C'est Green Steel, Mauve-Rouge, Bounce, Steel Song. Mettons que les trois représentent 40% de la méta. Agro doit représenter un 10-12%, mais il est faible à Agro, mais il bat le big range. Mais moi, personnellement, je suis pas un joueur d'item, j'ai pas beaucoup joué le deck. Il faut que tu t'attendes à avoir du mirror aussi. Puis si t'es pas prêt à avoir le mirror, tu sais pas comment jouer, tu vas perdre tes match-ups importants. Tu sais, souvent, ce qui est important, puis on en a peut-être pas nécessairement parlé dans les autres podcasts, mais tu veux pas non plus commencer ton round 1 comme tu parles de Red, Blue, Ruby, Sapphire qui peut commencer dans le fond contre un aggro. Là. Tu veux pas te retrouver dans le pool 0-1 parce qu'après ça, tu te retrouves avec beaucoup plus d'aggro. Ouais. Fait que là, étant un deck de endgame avec du bleu-rouge, tu vas tout le temps te pogner contre du monde aggro parce que, on va se le dire, 80% des decks aggro vont être joués par des joueurs corrects. Parce que c'est souvent le go-to du joueur régulier qui va faire un deck aggro parce que c'est facile à piloter. Tu n'as pas à te casser la tête sur qu'est-ce que je joue. Tu joues ta game puis tu laisses l'autre se gérer. Puis c'est là que ça devient complexe. Si tu perds ton premier round avec un bleu-rouge, tu te retrouves dans le pool aggro qu'on appelle. Ça fait mal. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que le monde pense, comme tu viens de le dire, que aggro, c'est super facile à jouer, mais l'Orcana, contrairement à Magic, c'est 100% le contraire. Aggro, c'est vraiment complexe, bien joué. Tu sais, je regarde mon deck, aujourd'hui, j'arrête pas de dire que je pense que je suis comme 48-4 contre bleu-rouge, puis 56-5 genre contre mauve-rouge. Mais mes 10 premières games contre mauve-rouge, j'en ai pas gagné une seule.
Il a fallu que j'apprenne à bien piloter le deck, que je m'adapte, que je change ma façon de jouer. Puis là, je me suis mis à gagner, puis depuis ce temps-là, je perds plus. Mais Mais depuis le nouveau, Nick, c'est quand même free, là, tu sais, vert mauve dans rouge mauve. Ben, pas free, mais tu sais, admettons un pilote bon, là, tu sais, je trouve que le match-up est quand même vraiment. Moi, je le joue depuis le début aussi, là, le vert mauve, pas autant que toi, mais tu sais, depuis le début du Chapter 5, c'est la liste que je jouais. Quand j'ai vu Library, j'ai vu la mécanique avec Lyle qu'on pouvait faire. Je le joue, puis je trouve le match-up bleu, mais ça, rouge c'est mauve pas est un quand deck même aggro, assez ton vert free, mauve, là, par tu exemple. sais, La Clive, tout, c'est un deck pas mal mid-range contrôle. C'est ça. oui, c'est Moi, je ça. Toi, compare à il est aggro. Aggro, tu sais, le monde pense que tu ouais, slams tes bonhommes puis tu tournes. C'est pas aussi ouais, simple que ça. Quel deck Non, que tu effectivement. fais, qu'est-ce que tu gardes? Tu sais, si je joue contre bleu-rouge ou mauve-rouge, ouais. tu vas me voir, moi, le gagner 5, 6 ou 7 presque tout le temps. Moi, je Ouais. regarde ma main, j'ai-tu un drop? Oui, je garde un drop, je molle tout le reste. Je veux d'autres un drop. C'est contre bleu-rouge hier. Ma Ouais. main, c'était 3 Curse Merfolk, 2 Maleficent, puis 2 Incubable. Je savais que j'étais contre bleu-rouge, je suis sur le play, j'ai gagné. Là. C'est fini. Là. Ah oui, c'est fini. Il n'y a rien à Pas faire. plus, là, t'sais. Mais non, t'as raison de dire que. Ouais. Puis, tu sais, on le voit dans leur carnet des decks aggro. Oui, c'est dur à piloter pour un joueur qui veut performer avec un deck aggro, mais tu sais, ça revient à un joueur qui joue casual avec un deck aggro, va pas penser à ce genre de line of play, de justement penser à contre qui tu joues. Tu sais, le deck aggro à la base est pour le beginner, mais les gens qui pilotent bien un deck aggro, ça peut faire mal rapidement. Parce que tu joues différemment. Tu sais, tu vas Oh, pas jouer aggro si tu joues contre un mid-range ou un autre aggro. Puis c'est sur le draw. Fait que, c'est là qu'un bon pilote va changer la game, mais veut pas, Ouais. le deck aggro est Puis le, plus prospect à être un newbie qui va c'est le jouer. go-to pour le monde qui commence à jouer. Ils je vont trouve, dire, ah, le petit je deck trouve que, aggro, ça va être facile. Puis c'est l'erreur qu'ils font. ouais, C'est C'est un vraiment peu pas. comme Bounce aussi, c'est un deck très dur ouais, à jouer. Là. C'est pas évident à jouer Bounce, c'est comme faut. ouais, ouais. Je trouve que, tu sais, le deck aggro, peut-être le plus tough à jouer, comme tu dirais, c'est si tu fais la variante que t'as, Nick, parce que les lignes, comme, puis tu l'as rajouté après, tu sais, les lignes de Ouais. bounce avec du aggro, ça fait que c'est plus tough à jouer parce que tu as une mécanique de comeback si jamais ça se passe pas bien. C'est Ouais. pas comme le mauve Ouais, jaune, t'as une que là, ligne avec t'es ça. all-in, là, Ouais. t'as comme quasiment pas de pige, puis ouais, c'est ça, tu tournes tes cartes, puis t'espères le mieux, là. C'est ça qui est un peu plus tough, mais si tu joues Encore une fois, ton tu sais, build, c'est sûr que j'ai joué contre il y a, deux il y a, joueurs il y de a de la mauve pratique. vert dimanche dans des side events. Puis tu sais, si tu le voyais, le joueur, c'est un nouveau joueur, puis qui pense, tu slams tes bonhommes, puis tu tournes tes bonhommes, puis ça finit là. Puis, normalement, moi, je suis aggro, mais moins aggro que Ouais, les autres. Je devrais perdre. J'ai gagné tous mes matchs. Parce que, tu sais, les gars, ouais, tour ouais, 1, ils ont plein de tour 1 dans les mains, ils ouais, vont me slammer une Daisy tour 1. Qu'est-ce qu'une Daisy, ça fait contre un autre deck aggro? Il refoule ma main. Fait que quand lui, il Ouais. n'y a plus rien, moi, je vais slammer 4 affaires. Fait que, tu sais, c'est le ouais, même qui perdait. Puis, le manque ouais, d'expérience quand tu joues aggro, ouais, ça peut tellement te rentrer dedans. Tu t'en vas pas souvent des bons joueurs ouais, performer avec aggro parce que on dirait qu'eux autres, il y a mieux avoir une game plus réfléchie, ils veulent être moins all-in. Il y a mieux faire durer la ouais. game. Ça vient souvent de Magic, ça. Tu sais, Magic, ta vie, c'est une ressource. Fait que le monde, ils bloqueront pas, ils vont entendre de descendre à 5-6 vies. Puis là, ils vont commencer, ils essaient toujours de réagir. Mhm. Tandis qu'à l'Orcana, quand tu arrives avec un minding de Magic, à l'Orcana, OK, oh, mais il est juste à 10, ouais, mais tu peux pas gagner de la vie, tu peux pas bloquer ces bonhommes. Et quand il est rendu à 10-12 puis tu n'as rien fait encore, là, ça commence à Ouais. aller mal. Là, Mm. Ouais, puis on en parlait, tu sais, les joueurs expérimentés, tu sais, il y a rien qui feel le plus bad que de perdre parce que ton deck te permet plus de rien faire. Tu sais, comme l'aspect de pouvoir comeback, c'est énorme. Tu sais, comme tu veux jouer un deck, c'est que t'auras pas toujours le mulligan que tu veux, t'auras pas toujours le ink que tu veux. Fait qu'à cause de ça, ben, qu'est-ce que ton deck est capable de faire pour Ouais. te permettre de revenir? Puis il y a des decks qui sont très limités là-dedans, puis il y a des decks, tu sais, comme avec du bounce package qui te permettent de faire beaucoup, tu sais. Fait Ouais, que, effectivement. c'est ça. Puis là, tu parlais tantôt, on va en discuter un petit peu, mais tu parlais de Seattle. Je pense que vous êtes une petite gang à aller à Seattle, qui va être ça va être en fait le dernier DLC worldwide. Ouais. Fait que c'est la dernière chance pour les gens de se qualifier pour un invite au Continental. Fait que pardon, donc, peut-être pas aller trop en détail parce qu'on veut pas spoiler non plus ce que tu veux faire à Seattle. Tu sais, peut-être que tu vas changer ton deck, peut-être pas. Mais tu sais, comment tu te prépares à un autre DLC final que peut-être on va avoir plus de monde être agressif aussi. Là. Ouais, mais ça me dérange pas trop de le dire parce qu'il va y avoir, mettons, 15 Québécois, c'est 2000 personnes. Là. Les chances que je joue contre eux sont assez basses, mais tu sais, je garde avec mon deck parce que j'en parlais aux autres. Green Seal, c'est le nouveau deck, c'est la nouvelle folie à cause de Vegas, mais
Green Steel, le monde n'était pas encore prêt à jouer contre Green Steel. Le monde s'en attendait pas. Green Steel les a pris par surprise. Personnellement, Green Steel, il y a encore un mauvais match-up contre Blue Red. Je parlais à Del Bezos, lui, un des créateurs de Green Steel, lui, top 32, 5 DLC à date avec Green Steel depuis le début. Je me demande, c'est quoi ton pire match-up? C'est Blue Red. C'est juste que Blue Red ne sait pas comment réagir. On a vu Zancied qui a gagné contre l'autre. Contre Blue Red, il y a eu comment d'Iram? Zéro. T'as bon d'Iram dans un deck qui se fait discarter. Zéro. Fait que, Blue Red reste encore le pire match-up des decks mid-range. Fait que je pense que Green Steel, c'est un deck qui va avoir un petit edge. Je suis même pas sûr contre les autres decks mid-range. Il y a encore de la misère contre contrôle, puis il est plus faible contre aggro. Fait que, le pourcentage de monde qui vont s'en aller vers Green Steel, je pense, va être beaucoup le monde qui jouait les autres decks. C'est pas le monde de Bleu-Rouge, pas le monde de Steel Song, parce qu'ils ont le même mauvais match-up. Mais Steel Song, s'ils sont habitués de jouer et qu'ils jouent bien, c'est un très bon deck pareil. Bounce non plus, je pense pas que c'est du monde qui vont se diriger vraiment vers Green Steel. Fait que selon moi, ça va être du monde qui était sur... Il va y avoir du vert bleu, du monde de vert bleu, du monde de vert mauve, qui vont switcher un peu vers Green Steel peut-être. Ouais. Des vieux Bucky. Fait que tu sais, c'est pas un deck qui me stresse énormément. Ouais. Fait que je reste avec mon plan habituel. Là, je voulais peut-être modifier un petit peu mon deck. J'ai fait des tests en fin de semaine, j'ai fait 2 tournois, puis je m'étais joué à rajouter exemple des libraries pour voir si je joue contre des decks avec des removals, mettre mes petits bonhommes library, puis finalement ça donne à rien. Je veux curver, je veux être agressif, puis mettre une library, attendre, mettre des bonnes dedans, je perds du tempo, je perds de la vitesse. Fait que ça va reprendre le bord, mais en général, je pense rester sur le même deck. Parce que, tu sais, Green Steel, j'ai joué contre, comme je disais, un des gars qui a fait top 8, puis j'ai perdu game 2 sur un top deck de Tinkerbell. J'avais trop de bonhommes en jeu. La seule out qui restait, c'était Tinkerbell. C'est ça qui a pigé, sinon je gagnais au prochain tour. Mais là, avec Tinkerbell, il a réussi à wiper mon board avec ses autres bonhommes, puis je suis mort là. Mais j'ai l'impression, comme exemple, contre mon deck, j'aime mieux jouer contre Green Steel que contre Steel Song. Si je peux éviter Green Steel, je l'évite, là. Mais tu sais, entre les deux, Steel Song, tu sais, le tour 1, Cinderella, tu quelque chose, pige, puis tuer un par un mes bonhommes avant que même j'ai eu le temps de quester, c'est rough. Tandis que Green Steel, il n'y a pas ce pouvoir-là. Ça y prend vraiment 4 cartes. Là. Ça y prend le petit Diablo, le chef Diablo, la chanson, plus le removal pour faire ce que c'est le son fait que 2. Fait que tu sais, quand je me prépare pour un tournoi de même, souvent je regarde c'est quoi les 3 gros decks. Qu'est-ce que va être, comme je disais tantôt, qu'est-ce que va être la expected meta, où est-ce que je veux me situer là-dedans. T'sais, je sais que bleu-rouge, ça me prendrait beaucoup trop de games. Il faudrait que j'aime un 200-300 games pour être sûr de bien le jouer. Parce que je sais que si je mets contre quelqu'un qui sait le jouer, je vais perdre le mirror. Si je perds les mirrors de ça à la base, puis tu sais, c'est un deck qui est quand même dur à jouer, que tu as beaucoup d'uninkable. Fait que comment de fois que tu vois quelqu'un qui est bon, mais il stocke à 4 ink avec 5 uninkable dans les mains, pas de quill, puis fait que c'est trop risqué pour moi. Je sais que je ne performerai pas avec ce deck-là. Green Steel, comme je dis, je pense que c'est un trap. Je pense que tu vas performer contre une partie, puis tu vas scrubber contre la deuxième partie. Fait que c'est trop 50-50. Steel Song, encore une fois, le mirror, c'est un coup de dé. C'est rough, ouais. Bon, fait que c'est pour ça que je garde avec mon plan initial. T'sais, mon deck, comme je disais, je le joue vraiment bien. Je suis habitué de le jouer. Je connais. Je vais pas travailler 2 games avec ce deck-là. Fait que, je connais les interactions par cœur. L'important, c'est pas de connaître ton deck, mais surtout connaître les autres decks. T'sais, si tu t'assises contre quelqu'un, tu sais qu'il va inker à 3, qu'est-ce qu'il peut jouer à 3, ça. Bon, en fonction de ça, je vais jouer de telle façon. Puis si tu passes ton temps à lire les cartes de l'autre, c'est que tu connais pas ton deck, donc tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais pas comment réagir, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ce que tu vas faire que tu performeras pas. Puis ça fait partie du cycle d'apprentissage aussi. Il faut que tu t'améliores. Ça, c'est quelque chose... tu me fais réagir, là, quelque chose que je trouve drôle, c'est des fois quand on regarde les DLC, puis des fois même tes jours 2, puis tu vois les personnes, quelqu'un joue une carte, tu as l'adversaire qui regarde la carte pour essayer de la lire, voir c'est quoi. Ça me fait toujours rire parce que justement, exactement, tu es supposé être à ce niveau-là de connaître toutes les cartes. Certaines, des fois ça fait longtemps, mais ça me fait rire. Ouais, ça dépend. Ouais, si tu te prends contre le gars qui a joué rouge-gris, là, tu peux peut-être lire les cartes, mais si tu joues comme des decks qui sont un peu plus méta, je m'attends que tu la carte joue Lyle, t'es supposé savoir c'est quoi que ça fait. T'sais. Ouais, mais tu sais, des fois, quand le monde lise, c'est quelques subtilités comme est-ce que c'est juste pendant son tour, pendant mon tour, tu sais, parce qu'il y a des cartes, c'est pendant le tour de l'autre, tout le temps. Fait que moi, c'est arrivé 2 fois que j'ai relu Live juste pour être sûr si c'est pendant son tour aussi ou juste mon tour. Tu sais, ça peut changer des plays. Mais je peux te dire que plutôt, à chaque fois que je l'ai joué, la personne l'a pris et elle s'est mise à le lire. Et la nervosité aussi, là. Ouais. Oh, ouais. Mais tu sais. Les misplays, il y en a.
Parle-moi, Nick, un peu de ton spiciness, là, genre les cartes que tu as décidé d'ajouter, puis les cartes que tu as aimées, là, tu sais, comme tu parles de Cusco, mais tu sais, comme je vois aussi que tu as tu sais, Gathering Knowledge. Parle-moi un peu de comment Gathering Knowledge il a performé pour toi, puis Dolores Madrigal, mettons. Dolores, je pensais que Dolores, c'est parce que j'ai 13 en Inkable. J'ai un deck qui pige quand même avec les Clarabelle et tout, mais ça va late. J'ai pas de place pour mettre des Rabbits. J'aurais aimé jouer des Rabbits, c'est le fun Rabbit, les bouncer et tout, mais tu sais, je veux absolument avoir mes 8 un drop qui quest pour 2, c'est une partie plus importante du deck. Les 3 Gather the Knowledge, ça finit des games, je vais expliquer tantôt un peu pourquoi. Puis les Cusco, c'est un must dans le deck. Fait que j'avais plus de place pour mettre des Rabbits. C'est là qu'il y a du monde qui m'ont parlé de Dolores Madrigal, je suis allé lire, puis most of the time, ça te pige une carte. Ça, c'est Inkable, ça quest pour 2, fait que c'est bon dans ce type de deck-là. C'est pas un 2-2, c'est un 3-3, fait que c'est plus dur à tuer. C'était pour ça que je suis allé avec cette option-là. C'est vraiment pour avoir un petit peu plus de draw. Un peu le même principe que la Clarabelle à 3. Avant, je jouais Maleficent à 3. Mais dans un deck de même sur le play, si je joue au 3, je risque de piger une 4. Il y a un meilleur body que Maleficent, fait que ça ne meurt pas à l'aide de Storm ou à ça faire de même. C'est plus dur à tuer. Puis il y a le Shift Line avec la grosse Carabelle, que souvent, mon tour 5, c'est Ink, ma dernière carte, Shift Clarabelle, End Step, puis je 4 cartes, puis on sort full. Là, fait que Gather, je suis allé un peu comme. Tu sais, c'est un départ parfait. Tour 1, Pegasus. Tour 2, double un drop. Tour 3, Shift Pegasus. T'es techniquement à 13 rendu là parce que tu vas quester. Il peut pas attaquer dedans. Il prend absolument un removal. S'il joue mauve-rouge, il n'y a pas de browse nécessairement. S'il joue bleu-rouge, il n'y a peut-être pas son 6 sous. Puis au pire, il t'en tue un, puis t'es à 11. C'est un départ ultra rapide. Là, pour ça, t'as les goats, mais t'arrives à un point qu'il va te faire une grosse 6 sous, comme on parlait tantôt de Tinkerbell, Grab Your Sword. Fait tu vas te ramasser à 12, 13, 14, puis là, il va te wiper. Fait que là, tu es en position comme, si tu jouerais juste comme le vert, le mauve jaune aggro, s'il te reste plus tant de cartes que ça dans les mains, mais un petit dos à la fois, puis t'espères qu'il ne meurt pas. Tandis que là, tu sais, oui, les goats puis le bounce package, mais c'est là que Cusco vient bon. Cusco, c'est rare que le monde, surtout après un board wipe, ils ont un autre board wipe pour le tuer. Ils n'ont pas de direct removal qui peuvent le tuer. Fait que Cusco, tu le drops à 12-13, tu quests pour 3 minimum. Il va y faire perdre du tempo en plus parce que ça va souvent y prendre 2 bonhommes pour le tuer. Ou un gros bonhomme, ou il va perdre 2 bonhommes en tuant. Tu sais, c'est. Fait que là. C'est ça. Souvent, tu le joues après le board wipe. Fait il n'y en a pas souvent 2, là. Puis c'est là que tu vas aller finir des games avec des Gather, Knowledge and Wisdom. Parce que tu vas avoir une créature que tu manges qui quest pour 2, mais s'il le tue à chaque fois, tu joues contre un deck qui est plus contrôle, ben, rendu late game, là, il y a souvent une main pleine, il y a souvent plein de removal. Fait que là, juste faire 2-2-2. Puis c'est de même que j'ai fait jour 2. Je jouais contre bleu-rouge. J'ai Ursula Early Game, j'ai vu 2 Be Prepared. J'avais pas de bounce package pour le ramener puis leur jouer puis enlever l'autre. Fait que je jouais toujours un bonhomme, quest avec l'autre. Il tue un bonhomme, quest avec l'autre. Puis c'est là que j'ai mis comme mon Cusco, j'ai questé avec. Non, j'ai mis Cusco, j'ai passé le tour, il a joué de quoi? Là, j'ai mis Dolores, j'ai pigé une carte, j'ai questé avec Cusco. Il a joué il y avait un Maui, fait qu'il a joué son Maui, il a tradé avec Cusco. Jamais pour qu'il ait le goût de faire un B-prep juste pour tuer un bonhomme de plus. J'étais à 12, fait que moi j'en ai tapé, j'ai questé 2, je suis monté à 14, puis j'ai fait Gather, game. Puis là, ça surprend, le monde s'en attend pas, il sait jamais quand il va arriver. Souvent, quand tu es proche de closer, mettons contre Steel Song, des decks de Whole New World, plus late game, il n'y a pas le choix de. Il pige ça, il n'a pas le choix de le faire, il n'y a pas beaucoup de cartes dans les mains, mais il va te redonner des goats, des gathers, des affaires de même. Ça vient closer une game assez rapidement. Là, quand il s'en attend pas, c'est pas que tu es obligé de mettre de quoi puis d'attendre au prochain tour pour quester avec. Là. Parce que des fois, c'est le tour que tu n'as pas. Là, pour le... Puis la grosse Pegasus, c'était-tu clutch pour toi? C'est une des meilleures cartes. Tu as mis le compte de 4 ou honnêtement, là, tu sais, comme on parlait tantôt de bleu-rouge puis de mauve-rouge, ils peuvent pas dealer avec avant tour 6. Ben, bleu-rouge peut être un peu plus vite parce qu'il va ramper, là, mais en général, ils peuvent pas dealer avec avant tour 6. Ouais. Fait que si tu molles agressivement, tu fais tour 1 Pegasus, tour 1, il va jouer un drop. Tour 2, tu quests de 1, tu sors 2 drop. 2-1 drop, je veux dire, ou un Flynn. Lui, il va jouer son Flynn. Tour 3, tu shift Pegasus. La plupart des decks n'ont pas de reach pour l'évasive. C'est pour ça que je disais que tantôt, quand je dis que tu es à 13 pour tour 4, c'est qu'il donne évasive à toute ta team jusqu'à ton prochain tour. Fait que là, tu quests pour 6, tu es à 7. Lui, il va jouer un autre bonhomme. Tu requestes pour 6, tu es à 13. Tu es à 13 avec 4 cartes, puis tu vas inker ton 4e ink.
Il n'y a pas beaucoup de decks qui réagissent à ça, sauf Steelsong. Puis Steelsong va souvent vouloir Let the Storm, le Curse Merfolk pour pas discarter parce qu'ils se vident vite la main s'ils n'ont pas dans New World. Fait que le Pegasus va toujours rester vivant. Fait que c'est là, quand tu chiffres Pegasus, il peut pas Let the Storm, ça il prend un Strength, mais avec 3 bonhommes. Fait que c'est de même que tu vas aller gagner contre Steelsong. C'est les Ursula, c'est bien important, puis chiffre Pegasus. Puis aussi, chiffre Pegasus contre les decks rouges, c'est la première affaire qu'il va tuer, ça va être une Médusa. C'est un 6-drop. Ouais. Il va quester pour 6-8, juste à lui tout seul, à part les autres bonhommes que tu joues. Il gagne vraiment des games. Là. Ouais. Cool. Nice. Vraiment cool. Merci, Nick, d'avoir partagé ça avec nous. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet. On parlait tantôt de Staple Card. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Staple Card, on va peut-être en parler un petit peu plus. Là. Dans le fond, c'est des cartes qui vont se retrouver dans plusieurs decks. Donc, quand on parle de Staple, on parle d'une carte que peu importe qu'est-ce que tu joues, si un jour tu joues cette couleur-là, les chances sont que tu vas en avoir besoin. Les incontournables, tout simplement. Exactement. J'ai fait une petite liste, puis je vais avoir votre opinion. On va peut-être passer au travers par couleur. Fait que je vais peut-être juste vous parler de la couleur, nommer les cartes qu'on a notées. Puis s'il y en a que vous trouvez qui n'ont pas rapport sur cette liste-là, ou s'il y en a qui n'ont pas été mis sur la liste, peut-être les mentionner. On va passer quand même assez rapidement au travers parce que j'en ai une quarantaine. Peut-être même plus. Ouais, on a 40. Fait que si on commence avec Amber, j'en ai noté 4. Il y a la Ariel Spectacular Singer, qui est, je pense, la carte la plus staple du Amber. Abordable, mettons, si on reste dans le abordable. Ouais, c'est une carte à 5-10$. Ouais, ouais. 5, ouais, ben c'est plus parce que la prochaine qui s'en vient est un staple aussi de Amber, qui est la Rapunzel Gifted with Healing. Là, on parle d'un... Tu rajoutes un 0 après le 5$. Pas le même prix. Sinon, les deux autres que j'ai, c'est The Bare Necessities, qui est quand même une très très bonne carte dans le jaune qui va aller discarter. C'est un peu comme une Ursula pour le jaune, qui va aller soit discarter une action, une location ou une chanson. Puis la dernière que j'ai, c'est la nouvelle Daisy Duck Donald's Day, qui, selon moi, commence à faire partie des staples tranquillement. Ouais, quasiment, tu sais, comme je mettrais quasiment Naveen à sa place, là, tu sais, comme tu vois vert jaune, tu penses à jouer un peu plus de Naveen et tout ça. Mais, tu sais, je suis d'accord avec le reste. C'est juste que la troisième ou la quatrième, ce que tu nommais, est interchangeable. Je sais pas, Nick, toi, t'es où dans ton quatrième jaune? Moi, tout, ça serait peut-être Naveen. Parce que Daisy Duck, encore une fois, tantôt, je parlais de trap, mais c'est un trap card. Ça va être bon dans la version aggro, mais dans Steelsong, souvent, tu refoules la main de l'autre facilement. Fait, si t'as pas le Whole New World qui arrive, tu as l'impression d'avoir un avantage, mais tu donnes aussi un avantage à l'autre. Daisy Duck, c'est beaucoup moins fort, puis c'est pas pour rien, c'est parti de 25$ à 7-8$ maintenant. Et le monde l'ont testé dans Steelsong, puis most of the time, les listes de Steelsong qu'on voit on top, ils jouent pas de Daisy Duck. Fait que, pas c'était dans les comme barely make the list. Là. Mais oui, je pense que Naveen aussi a sa place sur cette... La seule raison que je mets Naveen en haut de Daisy, c'est juste parce que tu commences à avoir vert jaune le jouer un peu plus aussi. Tu sais, comme ils vont jouer avec Bruno, c'est vraiment fort comme interaction. Ou avec Your Welcome pis tout. Là, fait que c'est vraiment clean. Fait que c'est comme moi quand une carte. Un gros staple de Steelsong. Tu joues Steelsong, tu joues 4 Ballroom. Mais c'est sûr, c'est pas dans les autres listes jaunes. C'est juste Steelsong staple. Ouais, le Cinderella, je l'ai coupé comme last minute. Je le trouvais intéressant. Mais il faut que tu joues Steelsong. C'est ça. Fait que, c'est vraiment très précis. Comme, mais, un peu Ariel, tu vas l'avoir peut-être dans Lemon Lime puis dans Steelsong. Tu ne la vois pas vraiment ailleurs. Tu ne verras pas dans le mauve jaune, tu ne verras pas. Mais reste qu'Ariel, en ce moment, est encore abordable. Puis c'est une carte qui, honnêtement, 7-1 commence à être plus difficile à trouver. Fait que ceux qui veulent jouer du Amber, je dirais ça vaut la peine de mettre ça dans votre petite collection, un petit playset d'Ariel pendant qu'elle est encore dispo. Cinderella, moi, pour les joueurs de Magic qui écoutent, je compare ça un peu à Lightning Bolt. Selon moi, c'est une carte éternelle. Ça ne sera pas toujours dans tous les decks, mais je pense que dans 10 ans, ça va être encore considéré comme une très bonne carte. Quelque chose à 1 qui ne meurt pas à un ping de 1 puis qui chante pour 3. Ariel aussi en est une que dans 10 ans, ça va être encore joué, cette carte-là. À moins qu'il sorte de quoi de mieux, mais je vois pas pourquoi il sortirait de quoi de mieux que ça. Là.
Non, je suis d'accord, moi, avec la petite Cendrillon. Si c'était sur le bord, ben c'est très, très joué. Puis Naveen, même principe, là. J'aime bien la Daisy pour le principe qu'elle survit longtemps, mais comme Nick il dit, c'est sûr que ça remplit la main de l'autre. Ouais. À moins que tu te foutes du nombre de cartes de ton adversaire parce que tu joues vraiment aggro ou que tu as la ligne du Whole New World, ça peut te revenir contre toi. Mais sinon, je l'aime beaucoup, la petite Daisy avec. On a souvent l'exemple ça meurt à tout. Quand le monde pense bon, cette carte-là, non, ça meurt à tout. Ça meurt à tout, c'est quelque chose que Brawl, c'est sous ces affaires-là, ça se fait tuer par un Fox. Fait que si ça serait juste quelque chose comme, mettons, mon Maleficent, là, il va me coûter 1, il va quester pour 2, puis ça finit là, c'est pas grave. Ça m'a coûté 1 faire 2, mais c'est que lui, s'il t'a donné 3-4 avant de faire 4 lore, c'est peut-être un downside. mal. Ouais, exact. On va passer côté Améthyst. Celui-là, on en a un petit peu plus. Principalement de Rise of the Floodborn. On ne sait pas pourquoi. Donc, je pense dans le Bounce Package, là, on parle de Madame Mim Fox, Madame Mim Snake. J'ai ajouté Merlin Crab, qui n'est pas dans tout, mais on le voit quand même assez souvent, puis il revient. Fait que c'est pas une carte qui est super chère. Fait elle vaut la peine de l'avoir dans votre collection. Obviously, The Goat. Merlin Rabbit, que tu vois de temps en temps, mais il n'est pas dans tous les decks. J'ai ajouté 2 autres cartes que je trouvais qui sont quand même importantes, qu'on voit beaucoup. Chernobog's Follower, Creature of Evil. Puis la dernière qui est. Là, commence à perdre un petit peu de hype. Puis j'ai hésité entre mettre The Queen's Castle et The Library. Parce que je pense que là, ils commencent à se. Ouais. Ils vont s'interchanger pas mal, ces deux-là. Mais tu me déçois, Billy, parce que la carte d'Améthyst, oui, mais voilà, aussi, elle est dans la liste. C'est Friends. C'est genre, c'est top of the list. Si tu joues n'importe quoi mauve, là, tu pourrais jouer mauve, belle, transfer damage. Ah, mais tu jouerais Friends, c'est même pas un staple. Friends, c'est part of Greed dans Yu-Gi-Oh! C'est un auto-include. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec tout ça. Puis Crab, ce qui fait que la playability, il y aura toujours de playability avec Crab tant aussi longtemps que le monde va jouer des locations ou des affaires à high HP tout le temps. Là, quand le monde va enlever des locations, tu n'as peut-être pas besoin d'increase ton attaque de 3. Il va peut-être être moins joué, mais tant aussi longtemps que le monde va jouer des castles, des libraries puis des affaires de même, là, je vais toujours voir Crab jouer. Là, je pense qu'on peut dire qu'on parle de la library puis du castle. Je pense que c'est pas nécessairement une des deux, mais les deux, qu'on les voit ensemble, c'est que c'est un deck qui se porte vraiment bien à jouer des locations qui te font piger. Je veux dire, tu piges tellement dans ton deck, puis souvent, tu vas être capable de clearer moindrement le board qui te permet d'avoir le bon tempo pour en jouer un. Puis c'est dur à enlever après. Là, fait que... Ouais, puis il survit un B-Prep aussi. Hein. Fait que, tu sais, les locations survivent les B-Prep, ça peut des fois te mettre dans une position gagnante. Puis l'Arcana, c'est drôle parce qu'ils ont dit « Ah ouais, le château s'est cassé. Hold my drink, on va vous en faire un autre, un library. » qui est un point de vie, c'est pas trop. OK, on va en mettre une avec 8 points de vie. Tu piges pas assez souvent, on va t'en donner un qui pige plus, ouais. Fait que je pense que ça fait le tour d'Améthyst. On va aller dans Emerald. Emerald, j'en ai trouvé 5. En fait, j'en avais trouvé 15, mais j'ai downé à 5. Ah oui. T'as oublié Snake et Fox. Non, on l'a dit. Non. Merlin Fox, Merlin Snake. Ouais. Okay, il y aurait peut-être la petite maléfique à 1 qu'on pourrait rentrer là-dedans aussi. Ouais, mais. Ouais, je pense que c'est un peu loin. Je pense que c'est juste les YOLO comme moi qui jouent ça. C'est du reach. Pour Emerald, j'ai enlevé Bucky. Je sais pas pourquoi, mais Bucky est plus sur la liste. J'ai mis Sudden Chill parce que je trouve qu'on le voit de plus en plus, Sudden Chill, puis il peut faire. C'est une carte qui est quand même pas coûteuse. Ça vaut la peine de l'avoir. C'est elle que tu vas vraiment aller chercher comme discard card chanson. Surtout avec les Ursula qui chantent en double. Ça peut des fois faire vraiment mal. J'ai mis Prince John, Greediest of All, qui commence à faire sa marque dans le jeu. Je pense que si tu joues un deck discard, t'en as besoin. Ça revient un peu à la Riel de tantôt. Oui, ça va être juste Steel Song qui va... ou quelques decks, mais Prince John, dans un deck discard, t'en as besoin. Curse Merfolk, je pense que c'est un des staples à avoir. Personnellement, la meilleure carte du jeu. Non? Okay. Ursula Deceiver. Oh, ouais. Ursula Deceiver est juste brisée. Elle est pas dispendieuse. Ouais. Ça vaut la peine de l'avoir. J'ai enlevé Ursula Deceiver of All. Je voulais la mettre, mais je l'ai enlevée parce que
le prix de la carte versus le nombre de decks, puis tu sais, elle est quand même remplaçable. Ça vaut pas nécessairement la peine d'aller chercher un playset si tu vas pas jouer vert souvent. Mais si c'est ta couleur, Deceiver of All est définitivement un staple. C'est une carte situationnelle aussi. Il faut que tu joues. Exact. Ursula, tu joues dans tout. Dans Deceiver of All, il faut que tu joues beaucoup de chansons pour qu'elle commence à être bonne. Tandis que l'autre, c'est universel. Là. Ouais, exact. J'ai l'impression qu'on va l'avoir. Puis le calcul que j'avais fait. Vas-y, Jay. Ouais, le calcul que j'avais fait, c'est que tu dois jouer au moins 9 chansons jouables avec elle pour que mathématiquement, ça soit plausible de la mettre et d'avoir une chanson, avoir des bons maths pour l'avoir. 12, qui est comme dans les anciens Green Steel, c'est bon, tu la mets, puis elle va toujours pouvoir chanter. Mais en bas de 9, là, tu pushes vraiment. Là, puis, moi, ce que j'allais ajouter, c'est que justement, Ursula, c'est une carte que tout le long de Destiny, tout le long de l'Orcana va faire ça, dans le sens que présentement, elle a un petit drop, mais dès qu'il va y avoir une ou deux autres bonnes chansons à 3 mois qui va sortir, on va la voir revenir. Peut-être que le prochain set, il va avoir une super bonne chanson, je sais pas moi, dans l'Amber ou dans le Sapphire à 2-3, puis le monde va comme, oh, ça commence à valoir la peine. Donc, c'est une bonne carte à avoir, mais présentement, c'est pas un must. Ben, tu sais, c'est pas une bonne carte à avoir. C'est une bonne carte à avoir, puis je pense qu'en ce moment, c'est le temps de la prendre. Si on parle de la date d'aujourd'hui, le 30 septembre 2024, là, je pense qu'elle a droppé autour de 25-30$ en ce moment. Fait que, si vous en avez pas, ça vaut la peine de les acheter si vous avez le budget, mais c'est pas un must buy. Puis la dernière, puis peut-être que on va être un peu controversé là-dessus, mais peut-être pas aussi. Diablo Devoted Heralds. Même si tu n'auras pas le choix. Je pense que c'est pas tout le temps bon, dans le sens que dans certains decks, ce sera pas bon. Peut-être dans une méta, dans 3, 4, 7, on a une méta que Diablo n'est pas nécessairement bon dans cette méta-là, mais la carte, elle reste avec un power level insane. Ouais. Même si pendant 3 mois, elle peut jouer, 6 mois plus tard, elle va être rejouée. Je pense que justement, en ce moment, ben là, elle a remonté avec Vegas, mais justement, Vegas, elle devait être à son plus bas. C'était le meilleur moment pour se ramasser parce que c'est encore, comme je disais tantôt, Cinderella Ballroom, c'est une carte éternelle. Ben ça aussi, c'est une carte que je vois pas comment il pourrait faire quelque chose qui fait ce que lui fait mieux, qui coûte moins et qui serait meilleur à jouer. Là. Non, je vois à pas. long terme, c'est Puis tant qu'elle existe, tu vas toujours avoir une façon de tuer un évasif dans ton deck si tu veux être compétitif. Là. Sinon, si tu te laisses piger 3 cartes là, pendant 3 tours avec Diablo, c'est cartes qui gagnent des games. Ouais, puis tu sais, il a joué tour 2 puis il quest. Ouais. Souvent. Oh, dans le bon shell, c'est la meilleure carte qui existe. Là. C'est une des meilleures cartes du jeu overall quand tu regardes ce qu'elle fait. C'est dur toujours bien la jouer, c'est dur d'avoir le bon shell pour la jouer, mais les mots qui sont marqués sur la carte fait que c'est une des meilleures cartes du jeu présentement. Exact, absolument. Fait que je pense que c'est ça pour Emerald, de mon côté. J'ai pas vraiment trouvé d'autres cartes. Tu sais, j'ai passé au travers de la database, puis il y en a qui sont super bonnes, mais que j'étais comme... Clarabelle est sur le... Mais pas encore là, mais elle s'en vient, exact. C'est tellement bon ce carte. Si on passe à Ruby, puis honnêtement, c'est Sapphire et Steel sont les deux grosses catégories de staples. C'est complètement fou là-dedans. Mais Ruby, j'en ai trouvé 4 vraiment à avoir. Puis j'en ai shim une ou deux. Mais je pense une des plus grosses à avoir, c'est Maui Hero to All. Quelle réponse à plusieurs cartes, ce Maui. Be Prepared. Be Prepared va toujours rester une bonne carte. J'ai mis Madame Medusa The Boss, qui est une très bonne réponse. Et j'ai mis, c'est peut-être là qu'on va peut-être s'ostiner un peu, mais la Sisu Empowered Sibling. Je pense ce que j'aime de ce que tu dis, c'est que Ruby, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas tant de cartes qui sont vraiment des staples, mais Ruby, je trouve que c'est la couleur que tu commences le plus à voir venir ce que ton adversaire va jouer à partir du tour 5. Quand tu joues contre Ruby, tour 5, il y a 50, tu te dis, OK, là, il faut que je me prépare. Il y a soit un Maui qui s'en vient. S'il y a une petite Sisu sur le board, tu as l'option de Shift à 6, tu as la Madame Medusa. Une qu'on n'a pas dit, mais qui a été beaucoup jouée aussi, c'est Lady Tremaine. Fait que c'est elle que j'ai le package Removal, il est gros avec le rouge. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, Jeff, hein? Parce que Ruby, c'est le seul encre qui n'a pas d'autres bonnes cartes.
vert, mauve, jaune, gris, tu peux Mm. nommer 12, 13 cartes qui sont bonnes, là, faciles. Là. Mais Ruby, tu as toujours les mêmes cartes, et c'est les mêmes cartes depuis que le jeu existe quasiment. Fait que c'est des cartes qui te traumatisent. T'as Be Prepared, Maui, qui est le meilleur Ouais. removal du jeu. Là. Fait que c'est comme, à cause de ça, le monde le voit venir parce qu'il n'y en a pas de temps. Encore, j'aimerais ça voir une identité de Ruby agrandir que plus que c'est là. Comme Ruby, tu joues des cartes qui sont nulles, là, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mettons, Teeth and Ambitions, là, que le monde jouait, c'est Brawl, nul, mais c'est tu le joues. pourri, mais Puis t'as pas Brawl, le c'est choix. pas une bonne carte. Mais t'as pas le choix de le jouer dans la méta que c'est. Ils n'ont pas des bonnes cartes à part ce package C'est couleur de support. vraiment Elle overpowered. vient oui. porter le bleu, ou le mauve. Ouais. Ouais. Mais tu Ouais. sais, c'est là que tu t'en rends compte aussi, là, Ouais. parce que tu sais, on regarde, puis tu sais, on commence à voir vraiment des identités de couleurs beaucoup plus définies qu'il y a quelques chapitres. Là, ça s'en vient vraiment très stable en termes de couleurs. Puis tu le vois un peu où ça s'en va. À voir si ça va rester dans ça, mais de ce que Ravensburger dit, c'est que chaque couleur a son propre design team, puis ils se parlent pas tant que ça entre eux. Là. Fait que, puis tu le vois, des fois, il y a des affaires broken qui se passent, puis t'es comme, OK, clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé à quelqu'un en quelque part. Là. Jafar au New World, ouais. Ouais, exact. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez rajouter dans le Ruby. Moi, j'avais rien d'autre. Là. Il y a Flynn Frenemy qu'on voit beaucoup. Ruby, non. Mais sinon. Ouais, mais C'est dans un deck seulement. c'est ça. Ouais. C'est pas tant un staple. La 6 à 3, même chose, un deck seulement. La 6 à 3, l'autre 6 à 3, la 1-1, c'est juste dans bleu-rouge, j'ai pas joué dans l'autre. Fait que une carte que je pense qu'à long terme, il va peut-être un peu dans le Ruby, c'est Goofy, Super Goof. J'ai l'impression que ça peut devenir. À long terme, là, c'est le genre de carte que je pourrais peut-être en ramasser une coupe à des scènes, puis que ça va peut-être valoir une coupe de pièces un jour. Très bon point. Je l'avais mis sur la liste, mais je l'ai enlevé parce qu'en ce moment, c'est pas joué. C'est pas joué, mais elle pourrait facilement être jouée. Tu sais, comment de fois que tu vois Mauve-Rouge être proche de closer la game, mais mourir juste avant. Super Goof, swing dans ton gars, j'ai gagné. Tu sais, ça va, je pense que ça va devenir un staple un jour, mais tu sais, ici, j'ai j'ai un gars sur Twitter, Knife Nerds, qui a pris tous les bleus. Il a fait tout ça avec 2 decks à date. Mauve-vert, puis rouge-mauve. Il a pris tous les decks, puis il a fait un pourcentage de chaque carte qui est jouée. Puis là, j'essaie de boire de rouge, j'ai quelque chose d'autre à dire, puis pas vraiment. Il y avait un peu sur 8 decks. Là. Moi, il y a un shout-out que je dois donner. Ouais. Moi, il y a un shout-out que je dois donner. My girl, Maleficent Monstrous Dragon, man. Toujours. Dans un deck. Toujours une bonne carte. Tu le vois, le prix là, dans un nouveau set. Ouais, dans un deck. Il descend à 25$. Là, il gagne des tournois, il remonte. Mais à cause de la force de cette carte-là, ce sera jamais une mauvaise carte. C'est peut-être pas un staple, mais ce sera jamais une mauvaise carte. Là, fait que, mettons, achetez-le au plus bas. Là, il a monté à 35, mais il était à 20 ou 25, là, il n'y a pas tant longtemps. Puis le plus qu'on va pouvoir cheater des characters, le plus que cette carte-là va monter aussi en valeur et tout ça. Fait que, si vous avez l'occasion de les pogner autour de 20-25$ quand un nouveau set sort, là, c'est comme un bon investissement. Là, ça sera toujours bon. C'est peut-être pas ta priorité de rouge, mais ça sera toujours bon, selon moi. Vas-y. De cartes. Puis genre, Maleficent Dragon, ça coûte 9, ça rentre, ça tue un bonhomme. Le reste des stats, ça pourrait être une 1-1, elle serait autant jouée. Je pense qu'à long terme, ils vont finir par faire un 7 drop qui va tuer quelque chose en rentrant de quoi de même. Fait que je pense que c'est de quoi qui pourrait être remplacé à long terme dans certains decks. Tandis que un 1-2 qui signe pour 3, je pense pas qu'ils vont refaire quelque chose de même. Là, Maleficent, en ce moment, tu penses que c'est un staple si tu veux jouer le rouge, mais ça pourrait finir par être remplacé. On en voit de moins en moins. Des fois 2, 3. Elle a la chance d'être ancrable. Fait que, ça fait que le monde, ils vont toujours le jouer. Ça fait que le remplaçant, il faudrait qu'il y ait ce upside-là aussi que, c'est late. Combien de fois tu vois du monde, si tu joues beaucoup, Nick, puis moi aussi, si tu joues contre du monde bleu-rouge, combien de fois tu as eu dans des 3 premiers tours, j'entre ma Monstrous Dragon? Parce que, il y a ce font 3-3, de cette carte-là. Quest pour 1, qui ink, puis qui coûte 5, puis qui rentre en jeu, elle fait un bonhomme. Tu remplaces Maleficent par ça. Ben oui. C'est juste une 3-3, quoi, juste pour 1. C'est pour ça que les stats, on s'en fout. Ça ink, puis ça fait un bonhomme en rentrant. Fait que c'est de quoi qui arrive, qui coûte moins cher. Même une 1-1 pour 5 qui pète un bonhomme, je pense que ça serait joué. Surtout avec des Maui, tu le bandes, tu leur joues, des affaires de même, c'est pour être insane. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, il y en a 2 qu'on a laissé de côté aussi dans Amethyst, puis on n'en a pas parlé, là, mais les 2 Elsa peuvent éventuellement devenir des staples. Surtout en ce moment, là, la Elsa Spirit of Winter est pas chère.
Elle à 5, là, c'est Ouais. méchant. Mais oui. Elle à Oui, 5, mais exact. top notch. La Diablo Grosse Killer. carte. Elle est encore là. Fait que, tu sais, elle est On oublie de encore quoi dans le disponible. verre aussi. Morph, meilleure carte du jeu. Ouais, Morph peut être un bon staple à avoir. Ça En vient, ce je moment, c'est pas super dispendieux, puis ça vaut la peine de les avoir parce qu'on sait pas ce qui va s'en venir. J'en ai Tu sais, c'est de la 240. spéculation. Là. T'en J'en as ai combien? 240 Morph. Hein? Si vous voulez des morphs, on sait Ils sont pas à vendre. qui contacter. Selon moi, c'est la carte qui va à long terme. Ben, peut pas valoir super cher, là. Mais tu sais, au nombre de chiffres qui printent à chaque set, puis dans 2-3 ans, tu vas en avoir des chiffres que tu vas vouloir jouer un one-of, un two-of. Tu veux pas toujours avoir la petite carte, puis c'est là que Morph va faire comme. Ben, je m'attends pas que ça soit 50$, mais je m'attends qu'un jour ça soit 7-8$ la carte. Là. Fait qu'à une pièce chaque, j'en ai ramassé 240. J'ai pas trop à perdre. C'est un placement. Ouais, c'est ça. Pardon. Si on passe à Saphir, j'en ai un petit peu plus. Puis, tu sais, en fait, Saphir, il n'y a pas tant de decks qui jouent du bleu, là, on va se le dire. C'est gris-bleu puis rouge-bleu. Il n'y a pas vraiment. Un peu, mais c'est bleu. Ouais, mais Blur Pool est Bleu pas. vert. Non, mais on parlait des vrais decks, là. Bleu vert, ça s'en va. Bleu Paul n'est pas encore là, je pense. Exact. Puis Bleu vert encore moins. De temps en temps, mais il manque de quoi. Non. Exact. Fait qu'un des premiers staples qui. On le voit in-out, Mickey Mouse Detective. Qui reste une carte quand même super intéressante, je trouve. Je l'adore. Qui fait sa job. Puis 7-1. Fait que, tu sais, il est encore là 7-5. Fait que, tu sais, je pense que c'est un staple à avoir. Tamatoa, So Shiny. Je pense que c'est un must-have. Une carte, celle-là, je suis un peu mitigé là-dessus parce qu'on commence à l'avoir de moins en moins, mais One Jump Ahead. Ouais. C'est une bonne carte à avoir, mais avec Ursula Deceiver qui discarte une chanson tour 2. On a vu une autre staple qui commence à arriver qui remplace One Jump, qui est Typo. Growing Sun. Fait que tu sais, c'est. Mais Typo qui chante Ouais, One ça Jump. c'est ailleurs. Ouais, exact. Il va te faire perdre. Avec le rise de Green Steel, j'ai l'impression qu'on va voir un petit peu plus de One Jump que Typo. Parce que Typo, t'enlève une carte de ta main. One Jump, t'enlève une carte du top. Oui. Avec Green Steel, Discard qui recommence à être de quoi, j'ai l'impression qu'on va vouloir jouer plus de One Jump. Mais je pense que Typo est meilleur overall. Oui, effectivement. Par la suite, Fishbone Quill. Reste une super bonne carte. Maintenant, une des plus cassées du jeu, Irem Flaversham, Toy Maker. Puis il en reste deux, Popsicle et Lucky Dime. Pop, c'est Iram, c'est comme une carte, quasiment. Ouais. Non. Tu joues pas l'un sans l'autre. Fait que je pense c'est trop bon. Puis Lucky Dime, c'est. Surtout avec le nouveau qui vont sortir, là. Yokai, je pense, là, dans le nouveau set. Là. Le bleu, là, on va mettre une image. Là. Je mets après ça sur Bibou qui va mettre une image. Mais tu sais, quest pour 2, bounce ton item, elle coûte 2 de moins, tu la remets, man, puis elle vient désappliquer. Oswald aussi, c'est quoi qui s'en vient. J'en rajouterais peut-être une dans ce liste-là qu'on voit beaucoup en ce moment et qui est vraiment bonne. Vision of the Future. Moi, je pense que c'est là pour rester. Ah ouais. Vision. Ouais. Brain of Pinball, man, avec Vision, là, c'est fou. Là. Tu vois tellement de il y en a deux autres que j'ajouterais aussi. Ouais. Une qui est un petit peu, on pourrait dire budget, mais qui est une très bonne option dans pas mal toutes les bleus, c'est Gramotala. C'est la 4. Ouais. On va mettre piger deux cartes qui est très jouée. Puis je pourrais dire jusqu'à un certain point Cogsworth. Ouais, je l'avais mis, mais. C'est ça, parce que son avantage d'être Ward, puis de justement là, Resist 1 sur tous les personnages, c'est dans certains archétypes, on l'a vu au 7-4, quand il y avait beaucoup, justement, entre autres, de bleu-gris, puis c'était fort contre le Steel Song aussi, ça te protégeait tous tes personnages. Fait que c'est une carte présentement qui est un petit peu moins jouée parce que les bleus rouges ne la jouent pas, mais comme tel, Cogsworth, c'est une très bonne carte à avoir. Je pense que c'est le moment d'aller chercher, justement. Ouais, effectivement. Mais j'essayais de réduire ma liste le plus possible. Ouais. Là, on arrive... Là, on arrive à la couleur qui a le plus de staples. Steel. Je pense que c'est une couleur de staple. C'est une couleur qui est d'action. C'est une couleur de removal. C'est une couleur de gestion. Fait que la première que j'ai, c'est Tinkerbell Giant Fairy. Je pense que c'est important d'en avoir. Ça, c'est le top pour toi, Billy? Non, je l'ai fait dans l'ordre de Chapter 1 à... OK. Chapter. Ouais. Par la suite, A Whole New World.
reste une carte que tu veux avoir dans ton set. Surtout qui commence à être de plus en plus rare à trouver. Là. Si ça attend encore une couple de mois ou d'années, tu risques de payer cher. Une carte qui est dévastatrice, Grab Your Sword. Ça peut faire mal beaucoup. J'en ai mis une que je ne considère pas nécessairement comme un staple, mais c'est une super bonne carte, Beast Tragic Hero. Je pense que tu peux t'en sortir sans, mais quand tu l'as, elle fait mal. C'est pas pour rien que c'est une des cartes les plus dispendieuses du jeu. Là. Ouais. C'est pas pour rien. Non, c'est ça. Mais tu peux quand même, pour les gens qui jouent casual, tu peux t'en sortir sans. Oui. Mais si tu veux jouer compétitif, t'en as besoin. C'est tellement bon avec Morph. Ouais, effectivement. Chiffre 3. Tour 3, t'as un beast sur le jeu. Après ça, 2 chansons, Let the Storm Rage On. Puis là, je sais pas pourquoi il a été remplacé, mais Strength of Raging Fire. Ça reste 2 chansons qui sont absolument primordiales dans le gris. Strength of Raging peut faire vraiment mal quand tu as un gros board. Puis avec Let the Storm Rage On, puis j'ai une carte chantée par Ursula, tu fais 4 de dommages, tu piges 2 cartes. C'est un... Puis le monde, ils vont plus couper le Storm que le Raging, juste à cause du fait qu'il est inkable. Genre, puis le fait qu'il est inkable, c'est... Ouais. Par la suite, j'ai Monsieur Smee Bumbling Mates, qu'on voit qui est tout le temps là, fait ses petites affaires 3-3, quest pour 2, perd 1 s'il n'y a pas de captain sur le board, mais va aller chercher dans le fond sa rentabilité directement là, puis tu peux pas l'ignorer, tu peux pas vraiment le laisser sur le board, fait que ça aussi c'est un autre staple de gris. Il y en a un que j'ai mis qui est le Robin Hood Beloved Outlaw. Je pense au prix qu'elle coûte, important d'en avoir 4, passer un shift target instantané pour l'autre staple de gris qui est le Robin Hood Champion of Sherwood. Ça aussi, c'est une carte, honnêtement, complètement brisée de l'Orcana, je trouve. Quand tu as un Robin Hood sur le jeu que tu n'es pas capable de gérer, c'est game. C'est game. Quelque chose qui va être capable d'être un removal, mais que tu quests en même temps. C'est juste. Quelqu'un qui meurt, tu piges une carte. Oui, t'enlèverais cette ligne-là, puis la carte serait quand même très, très, très bonne. Là. Ouais. Fait que c'est pour Robin Hood. And then along came Zeus. Pour les locations ou pour des grosses bébites. Fortisphere. J'ai hésité à mettre Fortisphere. GF m'a convaincu de l'enlever, mais je l'ai laissé justement parce que c'est un popsicle gris. Ben, juste utilisé dans un deck, c'est juste ça, par contre. Ouais. Mais au prix qu'elle coûte, puis qu'est-ce qu'elle fait, si tu décides un jour de jouer bleu-gris, c'est quasiment sûr que tu vas en avoir. Puis la dernière que j'ai mis, c'est une qu'on voit sortir de plus en plus en ce moment, et c'est la Pete Game Referee. Oui, ça, là. Ça, c'est top notch, man. Ça, c'est... Turbo broken. Mais en ce moment, elle coûte presque rien. C'est le moment d'en avoir 4 pour vos playsets parce que sauf foil, elle coûte... Ah ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas foil. Mettons qu'on joue comme les pauvres qu'on est nous, là. Moi puis GF. Là. Je pense qu'elle coûte 1 pièce. Ah, même pas. J'en ai acheté. Il m'en manquait une il n'y a pas longtemps. Elle m'a coûté 40 cents. 80 cents US en ce moment. Ça a monté, c'est ça. Bon, OK, c'est beau, t'es plus à jour que Mobili. Ouais. Mais fait que c'est le moment de les acheter avant qu'ils montent parce que c'est sûr que ça va monter. C'est pas une carte qui est super rare, mais ça vaut la peine d'avoir le playset. Fait que je pense que c'est ce qui fait le tour de Steel pour l'instant. Je sais pas s'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter là-dessus. Sur Steel, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je pense qu'on a tout nommé. Ouais, ben c'est ça, on a nommé quasiment toutes les cartes qui existent. Tinkerbell, je pense que c'est bon à avoir en ramasser une coupe, c'est la chance de payer pas cher pour les garder. Je pense pas que c'est la meilleure carte en ce moment. Ouais. Je pense que ça va toujours avoir une place quelque part. Fait que, pendant un bout, c'est 30$. Fait que là, 8-9$, même si tu n'as pas joué tout de suite, je pense que ça vaut la peine de les ramasser pour l'instant. Mais ça part ça. Faites pas mal le tour. Ouais. C'est juste. Ouais. C'est une carte qui casse vraiment les jambes à mid-range puis aggro là, quand ça arrive sur le board parce que même quand elle est sur le board puis ton board est survécu, tu as peur de quester parce que tu sais qu'elle va trader 2 pour 0 ou 2 pour 1. Fait que genre, fait que 3 quarts du temps, le monde va laisser leur board intact puis ils vont faire comme je fais mes affaires puis je passe.
j'ai pas fait de quoi ce tour-là. Fait que là, le gars qui a la Tinkerbell, ben, il regagne son tempo, il regagne le momentum et tout ça, juste en ayant Tinkerbell, là. Fait que tu veux pas y bander ça dans les mains non plus, il va te leur jouer, il va faire mal à tout le monde. Ah, c'est ça. Là, ton board, il est wipé, c'est sûr. Fait que je pense que c'est ce qui fait le tour des staples pour le moment. Là, les prix qu'on a parlé, juste qu'on mette ça au clair, c'est des prix en date d'aujourd'hui. Fait que si on écoute l'épisode dans une couple d'années, là, c'est sûr que les prix sont plus. C'est plus ça. Fait que fiez-vous pas à nos prix qu'on vous donne en ce moment. Un Black Lotus, c'est 22$. Quasiment. On a enregistré en 94. Mais fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de nos staples pour aujourd'hui. C'est sûr qu'on va en reparler éventuellement dans d'autres épisodes quand plus de sets vont sortir. On va peut-être rajouter les nouveaux, puis il y en a peut-être qui vont se rajouter aussi. Là. Fait que c'est ça qui est le fun d'un TCG, c'est que des staples, ça change à tout bout de champ parce que tu vas avoir des cartes qui vont être importantes à jouer dans le 7-7, dans le 8, dans le 10, qui en ce moment sont peut-être pas jouées. Fait que moi, c'est une des raisons pourquoi je me ramasse tout le temps des playsets de chaque release parce que tu veux pas avoir à aller chercher une carte que dans 10 ans, elle va valoir comme 55$, puis maintenant, elle vaut 17$. Une carte qui est mauvaise aujourd'hui va peut-être être insane dans 2 ans aussi. Là, voilà. Un exemple qui n'a pas tant augmenté, mais Sudden Chill au 7-1, tout le monde était comme, c'est quoi cette boîte-là? Maintenant, c'est ça, puis maintenant, elle était rendue limite d'un staple du verre, là, tu sais. Ben, elle était d'un staple du verre. Bon, et voilà, tu sais. C'est joué dans Bucky, c'est joué en 4-up dans le Lemon Lime, c'est joué dans Discard. Mais 7-1 et 2, tout le monde était là. À quoi ça sert cette affaire-là? On ne payera pas une carte pour enlever une carte. On n'est pas gagnant. Mais maintenant. Même pas si loin que ça, là. GF, de Lucky Time, t'en parlais dans l'autre podcast. Là, tout le monde t'ouvrais ça, t'étais sad là, dans ta box ou whatever. Tu vendais ça 1,50$, 3$. On parle de ça dans le verre. Anna. Anna, je pense qu'elle est en train de se faire une méchante place. Là. Ouais. Anna. Ouais. Shout out, Anna. Super bonne carte. Non, pas shout out, elle m'a coûté mon top 32, Anna. Ouais. Le kicker. Fait que on va passer à notre prochain sujet qui commence ce week-end. Fait que c'est le début des 7 championships pour Shimmering Skies. Fait que on va mettre en description dans le channel YouTube une map de toutes les 7 championships qui sont released pour le moment. Donc je pense que c'est un Google Map qui est fait par une personne, c'est pas au Québec, je pense que c'est aux États-Unis, quelqu'un qui fait ça, mais c'est toutes les 7 championships rapportés qui sont sur Melee. Donc, ça vaut la peine. Vous voyez, dans le fond, le lien Melee, la date, l'heure, combien de personnes qui sont enregistrées. Fait qu'on met ça dans la description pour ceux qui veulent peut-être se trouver des 7 championships au cours des prochains week-ends. De votre côté, les gars, avez-vous des plans 7 championships? Vous allez où? Vous faites quoi? Peut-être commencer avec Dan. Tu penses en faire ou... J'ai déjà, vu que j'ai vendu beaucoup de ma collection, puis j'ai vraiment moins de temps de jouer, là, fait que je vais sûrement juste faire, très casually aux 2 places que je fais normalement, là, Mana puis au UF là, à Belleuil. Là. Fait que dans le fond, c'est juste ces 2-là. J'ai pensé, il y en a un à Candiac là, qui est vraiment bientôt, comme début octobre, que je pensais aller là, puis là j'étais comme je sais pas, c'est le manque de temps, je vais pas payer 30$, puis finalement choquer dans la minute. Fait que ça va sûrement rester ces 2. De ton côté, GF? Ben moi, pour le moment, j'y vais ce samedi à l'Imaginaire au Promenade Saint-Bruno. Donc, la dernière fois, j'avais fait top 4. Là, je vise la même chose encore. Puis, j'y vais avec une de mes concoctions épicées. Je vais pouvoir vous en reparler la semaine prochaine, mais je vais vous faire mentir. Puis sinon, ben, je vais y aller le 19 octobre aussi au 3 Mana, mais ça risque d'être les seuls avec mes restrictions de temps avec la vie familiale. Ça risque d'être ces 2-là que je vais faire. De ton côté, Nick? Moi, j'en ai 2 en fin de semaine. Les 2 de Sherbrooke sont en même temps. J'ai Imaginaire samedi, Griffon dimanche. La semaine prochaine, je vais aller au Alt F4 parce que justement pour me préparer pour Seattle. Je sais qu'à Alt F4, on a quand même une grosse communauté compétitive. Ouais. Sinon, le 19, je vais être au Arc and Roll à Grimby. C'est nouveau. C'est 45 minutes de chez nous. Puis le 20 au Tome 2. Tome 2, ils me commanditaient à Magic en 2013 au Proto. Fait que je vais toujours à tous leurs événements, mais je reste plus proche. Là. Puis la semaine d'après, on est à Seattle. Fait qu'on en manque 2. Ouais. Je ramasse mes tapis pour continuer ma collection
Un track. Nice. De mon côté, en fin de semaine, j'en ai pas. Je vais regarder, ça, dépendamment de ce que j'ai. Si je vois une dispo en quelque part, je vais peut-être essayer d'en faire un. La fin de semaine d'après, j'en ai pas, mais je vais aller au 3 Mana. Je pense que c'est le 19, c'est ça? Puis le 20, je vais faire ça. Ça arrive nord à côté de chez nous, au Chevalier. C'est leur premier event. Fait que je vais aller. C'est là que je joue normalement les mercredis. Fait que je vais aller les encourager avec leur premier set championship. Puis je vais peut-être essayer de regarder pendant Seattle, voir s'il n'y a pas des set championships. D'après moi, il n'y en a pas beaucoup parce que justement les stores savent que c'est Seattle. Fait qu'ils ont moins cédulé dans ce temps-là. J'en ai pas vu beaucoup en ligne, honnêtement. Je ne sais pas de votre côté si vous aviez remarqué s'il y avait des set championships pendant Seattle, mais je suis sceptique. Je vais checker, mais même, pas en fin de semaine, mais l'autre, le 12-13, je n'ai pas vu bien, là. Exact. Ils ont tout l'air d'être condensés 5-6, 19-20. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est sûr que pour des stores, s'il y en a qui nous écoutent, de faire des set championships, essayez de voir des fois étaler sur le mois, parce que c'est sûr que vous allez avoir des joueurs qui vont se pointer parce que faire un samedi, faire les 4 samedis, c'est pas si complexe, ou de faire un samedi, un dimanche, ou d'alterner, ça peut être intéressant pour plusieurs joueurs qui veulent compétitionner aussi. Là. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour des 7 championships. Je sais pas s'il y a un de vous qui avait autre chose à ajouter là-dessus. Non. Je voulais qu'on parle, juste avant de quitter, on a eu des nouvelles concernant la poursuite Upper Deck et l'Orcana Ravensburger. Donc, il y a eu des nouveaux développements au courant de la journée du 24 septembre. Donc, l'Orcana a relancé la poursuite et ont déposé des nouvelles choses concernant un vol. Donc, si je ne me rappelle pas, j'essaie de me rappeler du nom exact du jeu que Upper Deck avait fait avec justement Ryan Miller qui avait travaillé un petit peu sur le jeu dans le temps. Je pense que c'est Throne of Ulrich ou quelque chose comme ça. C'est un jeu qui n'a jamais été en développement puis qui n'a jamais vraiment été... Je l'ai trouvé, c'est Rush of Icar. Ouais, Rush of Icar. Fait que en ce moment, l'affaire est ouverte depuis juin 2023. Ça a été mis sur pause beaucoup. Mais c'est une bataille juridique. Donc, c'est sûr que de notre côté, on ne verra pas nécessairement aucun effet là-dessus pour le moment. Mais on va voir plusieurs manœuvres juridiques au courant des prochaines semaines. Je pense que le deadline, en ce moment, on parle du 24 octobre 2024 pour un compte-rendu sur... le 25 octobre, sur une audience qui est prévue pour examiner une nouvelle requête que Upper Deck ont jusqu'au 25 octobre, dans le fond, pour déposer une opposition. Parce que c'est l'Orcana Ravensburger qui ont décidé de relancer quelque chose du fait que, justement, le jeu Rush of Icar est en développement, il n'a jamais été publié, donc comment est-ce qu'il peut être en train de faire un vol de jeu, étant donné qu'il n'y a rien qui est publié de ce côté-là. Donc, je pense que ça a plus rapport avec Ryan Miller dans toute l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les joueurs? Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. C'est important de garder un œil là-dessus, mais les chances que l'Orcana arrête d'exister sont de plus en plus minces suite à ce que l'Orcana a déposé il y a quelques jours, justement, comme opposition. Fait que ça regarde bien pour le jeu, puis on voit que Ravensburger investit beaucoup dans ce jeu-là, donc ça me rassure en tant que joueur, parce que ça a tout le temps été un peu in the back of my mind de savoir que, dès demain, ils peuvent tirer la plug, puis le jeu disparaît, puis je trouve que c'est tellement un jeu le fun, puis qu'on voit une bonne communauté qui se bâtit en ce moment. Fait que je trouvais important de le souligner que, en ce qui se passe en ce moment, c'est des bonnes nouvelles pour les joueurs parce que ça a l'air de commencer à se régler de ce côté-là, puis on voit un avenir à long terme pour l'Orcana aussi. Là. J'ai jamais vu un jeu de cartes. Je me tiens dans un EGS depuis 97. J'ai jamais vu un jeu de cartes partir de même autant que ça. Non, même One Piece, ça n'a pas eu... L'Orcana, on peut dire, je pense, en ce moment, que c'est dans le top 3 des big card games en ce moment. Là. Puis ça fait même pas un an que ça existe. Ouais. Ça l'a pris, à Magic, je me rappelle, Grand Prix Québec en 2013, ils ont atteint le cap des 2000 personnes pour la première fois pendant le Grand Prix Providence, qui est en même temps que Québec. Après 10 ou 12 ans à faire des Grands Prix, c'est la première fois qu'ils atteignaient le cap de 2000. L'Orcana l'ont fait avec leur premier event après 6 mois de vie du jeu. Après 6 secondes, c'était vendu. C'est ça. C'est fou. Ça faisait 6 mois que le jeu existait, il annonce un premier event, il aurait vendu 6000, ça aurait pu. Là. Puis c'est un jeu, on va se le dire, là, c'est un jeu en date d'aujourd'hui qui n'a pas de online client en plus. Là. Oh, ouais. T'imagines, tu rajoutes du online client,
Parce que le facteur nostalgie est énorme là, avec Disney. Là, comme ça va chercher tellement d'âge, de groupes d'âge. Comme, tu le sais, là, vous allez, admettons, dans les pre-release, là, les sealed, admettons, la première semaine de jeu sorti, t'as du monde de tous les âges, t'as des enfants, le monde est déguisé, là, comme c'est incroyable. Normalement, j'ai joué beaucoup à des TCG aussi, puis normalement, quand tu pivotes vers un TCG, tu as toujours cette peur-là, mais tu sais, comme avec l'Orcana, on dirait que tu vas jamais voir le ralentissement de ça, tu sais. Même quand ils ont commencé à print plus, ben, ça se vend juste plus. Fait que, on va garder ça de même, puis on va espérer, mais je vois très peu un jeu backé par Disney, qui est comme une des plus grosses corporations au monde en plus, s'en aller à quelque part. Fait qu'on va conclure l'épisode d'aujourd'hui, guys. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne suivez pas déjà la chaîne. Un petit thumbs up, un subscribe, un like, les notifications. Ça nous aide énormément à poursuivre aussi, puis d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. On va mettre notre lien Discord aussi. On a un Discord où on répond à vos questions, où vous pouvez parler avec la communauté, échanger entre vous. Donc, n'hésitez pas avec ça. Puis, vous pouvez toujours nous contacter aussi au lesuninkables@gmail.com. On va rajouter aussi dans la description le email pour nous contacter. Sinon, il est dans le channel juste en haut ici. Et on travaille en ce moment avec un partenariat avec un magasin local qui vont vous offrir éventuellement des rabais Lorcana lorsque vous utilisez un code. Donc, restez aux aguets et suivez-nous. Comme ça, on va pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus. Nick, Dan, GF, merci beaucoup pour votre temps. Puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonne chance dans les 7 championships pour ceux qui en font. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Yes, sir. Merci de l'invitation. Bonne semaine, les Lorcaneux et les Lorcaneuses. Correct, merci, Nick.